Bonjour tout le monde, je m'appelle Martine Fortin, je suis coordinatrice de projet à la Coxida, j'utilise le pronom elle. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour le webinaire Atelier virtuel. En tout cas, on a la grande chance d'avoir Katie, Claire Bennett-Rogers, qui est formatrice chez Katie, avec nous pour présenter les bases de la syphilis. On sait que la syphilis, c'est en augmentation constante à chaque année, mais dernièrement, il y en a aussi beaucoup plus de cas chez les femmes. On a aussi vu des cas de syphilis congénitale, même chez les hommes hétéros. Alors, ça se propage on va pouvoir revoir un peu c'est quoi les bases de cette infection bactérienne. Juste avant de commencer, ben, c'est sûr que les bureaux et moi-même, les bureaux de la Coxida et moi-même, je vis à Jojagi sur les territoires traditionnels non cédés de la nation Ghanaian-Guéhaga. Et les activités de la Coxida ben, s'étendent sur les territoires des 11 nations autochtones de ce qu'on appelle aujourd'hui le Québec. Claire, je vais te laisser, je vais te passer la parole. Merci beaucoup de faire cet atelier-là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Martine. Et puis merci pour. C'est une bonne occasion. En fait, c'est la première fois que je fais ce webinaire. C'est assez nouveau que Cathy, on a décidé, je pense, ça fait l'année dernière qu'on a décidé, ben, peut-être qu'on va faire un petit peu plus que l'hépatite C et le VIH parce que les taux de syphilis à travers le Canada, ça monte et ça monte et ça monte. Alors aujourd'hui, c'est la première fois que je fais l'atelier avec vous. Alors, on va commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Je m'appelle Claire Venet-Roger. Je suis formatrice en santé à Cathy. Et donc, l'atelier d'aujourd'hui, c'est un aperçu des bases de la syphilis. C'est destiné aux prestataires de services de première ligne qui travaillent dans des organismes communautaires et aussi qui œuvrent auprès des populations prioritaires qui sont vraiment affectées ou impact, ou vraiment on voit des taux, je veux dire, un petit peu plus hauts dans ces populations. Bon, je ne sais pas si vous connaissez Katie. Alors, je vais vous dire un petit peu plus à propos de nous. Alors, Cathy, c'est en quelques mots, c'est une organisation pan-canadienne offrant de l'information sur l'hépatite C, le VIH, la réduction des méfaits et les ITS. Et donc, nous appuyons les intervenants et les intervenantes de première ligne en renforçant leur capacité à répondre aux besoins des usagers, des usagères de leurs services. Donc, nous offrons notamment de la formation à des personnes comme vous. Nous avons aussi des ressources gratuites en ligne que vous pouvez commander et les avoir envoyées chez vous. Alors, des pamphlets, des brochures, etc. Et, euh, et puis, il y a plein des autres ressources. On a des cours d'auto-apprentissage. On a aussi un cours accrédité sur notre site web. Alors, là, plein de trucs. Et puis, bien sûr, dans le suivi, je vais vous envoyer tout ça. Alors, je vais faire ma propre connaissance du territoire. Alors, Cathy, c'est intéressant parce que depuis la pandémie, maintenant, on a un bureau à Toronto, mais la plupart des gens maintenant, on travaille de la maison. Alors, on a des gens à travers qui vivent dans diverses provinces et territoires du Canada qui travaillent pour Cathy. Mais bon. Avec gratitude et respect, Cathy reconnaît que son travail s'effectue en terre autochtone. Le bureau de Cathy est situé dans les territoires traditionnels de la Première Nation des Mississauga de Crédit, des Haudenosaunee, des Six Nations et des Hurons-Wendat, où vivent aujourd'hui de nombreuses et diverses personnes des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et nous reconnaissons que nos activités de proximité et d'éducation se déroulent également en territoire autochtone à travers le pays. Quant à moi, je vis en Ontario, à Windsor. C'est une ville au sud-ouest de l'Ontario. Et puis, moi, je vis sur les territoires traditionnels de la Confédération des Trois Feux, qui est composée de trois clans, les Potawatomi, les Ojibwe et les Odawa. Alors, l'ordre du jour aujourd'hui, on va faire un mot de bienvenue. On va faire une petite activité brise-glace. Ensuite, on va passer à travers les symptômes et l'évolution de la syphilis. On va faire une aperçu de la transmission, de la prévention, le dépistage et le traitement de la syphilis. Et aussi, on va discuter à propos des inégalités en matière de santé dans le contexte de la syphilis. Et ensuite, on va mettre en pratique nos connaissances. Comment? Et bien sûr, on va faire un aperçu de l'épidémiologie de la syphilis.
Alors, la syphilis est une infection transmissible sexuellement dont la prévalence, comme vous savez, est en croissance au Canada. Alors, à l'échelle pan-canadienne, on recensait 13 953 cas de syphilis infectieuse en 2022, ce qui correspond à un taux de 36,1 cas par 100 000 personnes. Donc, les réalités régionales peuvent différer de ces nombres, mais je vais vous donner un aperçu du taux de syphilis au Québec en un instant. Alors, le Canada a connu une augmentation de 109% des cas de syphilis entre 2018 et 2022. Alors, en ce qui concerne la syphilis congénitale, on recensait 117 cas confirmés de syphilis congénitale précoce en 2022, ce qui correspond à un taux de 31,7 cas par 100 000 naissances vivantes. Le Canada a connu une augmentation de 5, je veux dire 599% des cas de syphilis congénitale entre 2018 et 2022. Alors, bon, c'est un petit peu effrayant, bien sûr. Euh, alors maintenant, on va passer à la syphilis au Québec, les statistiques les plus récentes. Alors, comme qu'est-ce qui se passe généralement à travers le Canada, il y a une recrudescence importante de nouveaux cas déclarés en 2022 comparativement à 2021 de la syphilis infectieuse et de la syphilis congénitale au Québec. Donc, selon l'Institut national de santé publique de Québec, donc l'INSPQ, il y a eu 1258 cas de syphilis infectieuse qui ont été rapportés en 2022, soit un taux de 14 cas pour 100 000 personnes. Le dépistage prénatal et le nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse chez les femmes ne semblent pas avoir été affectés pendant la pandémie, au contraire des autres ITSS. Par contre, la baisse du nombre de tests pendant la pandémie et la reprise après le coup de la pandémie a été observée surtout pour à la gonorrhée et la chlamydia, et ainsi pour la syphilis infectieuse chez les hommes. Alors, il y a eu un essor au sein de la population hétérosexuelle et dans la plupart des régions du Québec, hors de celle de Montréal. Il y a eu une augmentation bon, ça nous concerne beaucoup, une augmentation chez les femmes en 2022 avec un taux 7 fois plus élevé qu'il y a 10 ans et une augmentation du nombre de cas de syphilis congénitale avec 14 cas déclarés chez des nourrissons de moins de 2 ans en 2022, contre 16 en total entre les années 2016 et 2021. Alors, vous voyez que vraiment, c'est une recrudescence très significative. On va parler un petit peu plus à propos des facteurs de risque en ce moment, mais on va repasser plus tard quand on parle à propos des matières d'inégalité de santé, etc. Mais vite fait, les facteurs de risque pour la syphilis, c'est l'utilisation irrégulière du préservatif, les multiples partenaires sexuels, la vente ou l'achat de services sexuels, l'itinérance, l'utilisation de cristal mat, l'utilisation de drogues injectables et une récente diagnostic d'autres ITSS. Alors, on va passer à travers ça un petit peu plus tard, comme je vous ai dit. Alors, un aperçu de la syphilis. Donc, qu'est-ce que la syphilis? La syphilis, c'est une infection transmissible sexuellement, donc c'est un ITS, qui est causée par un type de bactérie appelée Treponema pallidum ou T. pallidum. De nombreuses personnes atteintes de la syphilis ne présentent aucun symptôme ou ne remarquent aucun, s'ils ont des symptômes, ils n'en remarquent pas. Si elles perçoivent des symptômes, ces derniers peuvent être pris à tort pour ceux d'autres affections, parce que c'est vrai qu'il y a des fois des ressemblances entre les symptômes qu'on voit physiquement sur le corps et d'autres types d'infections ou de maladies. Et donc, la syphilis non traitée peut évoluer et mener à des symptômes plus graves. Alors, encore, je vais vous donner un petit peu plus de détails plus tard sur les types de symptômes à travers les divers stages et phases de la syphilis. Donc, on va faire maintenant les divers stades habituels de la syphilis non traités.
donc non traitée, chez les adultes. Alors, on a notre infection initiale. Il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être un contact lors d'un événement ou un rapport sexuel qui se passe donc à la syphilis primaire. La syphilis primaire, ça apparaît généralement dans les 3 semaines suivant l'infection initiale. Et ensuite, on a la syphilis secondaire qui apparaît habituellement entre la 4e et la 12e semaine après l'infection initiale. Ensuite, on passe à la syphilis latente. Et après les stades primaires et secondaires, la syphilis non traitée demeure dans l'organisme sans entraîner de symptômes. Et ensuite, on a la syphilis tertiaire qui peut commencer des années et même aussi des décennies après l'infection initiale. Et la plupart des personnes ne se rendent pas à ce stade maintenant, mais c'est bien, à cause des traitements. Donc, il est important de comprendre les stades de la syphilis et le moment auquel une personne atteinte de la syphilis est plus susceptible de la transmettre à d'autres. Donc, vous allez voir plus tard, mais c'est plutôt lorsqu'on est dans les phases primaires, secondaires de la syphilis, qu'on a des symptômes, des chancres, etc., que là, on a un risque plus haut de le transmettre à d'autres personnes. Donc, cet aperçu, il faut noter que c'est une description qui est très générale et pour plusieurs personnes, les choses peuvent se présenter différemment. Il y a des personnes qui vont à travers tous les stades. Il y a des personnes où le temps entre les stades, c'est différent. Et il y a des personnes où les symptômes, ça peut être différent aussi. Mais généralement, voici comment se passe la syphilis. Alors, on va faire une petite question quiz. Euh, Quels symptômes, alors je mettais vos réponses dans le chat. Quels symptômes observe-t-on souvent en contexte de la syphilis primaire? Sélectionnez toutes les réponses applicables. Alors, perte de vision, chancre sur ou dans les organes génitaux, le rectum ou la bouche ou autour de ceux-ci, la perte de cheveux ou des éruptions cutanées sur le corps. OK, merci tout le monde. Alors, la bonne réponse, en fait, oui, c'est la B. Alors, pour la syphilis primaire, on voit des chancres, des fois, sur ou dans les organes génitaux, comme j'ai dit, le rectum ou la bouche, ou autour de ceux-ci. Et les chancres peuvent apparaître dans les 3 semaines suivant l'infection initiale. Alors, en parlant un petit peu plus maintenant à propos de la syphilis primaire. Donc, la syphilis primaire apparaît généralement dans les 3 semaines, comme j'ai dit, suivant un contact initial. Certaines personnes remarquent une lésion qu'on appelle un chancre sur ou dans les organes génitaux, les chancres et la bouche aussi, comme j'ai dit, le rectum. Les chancres sont habituellement petits et indolores et comme ils peuvent apparaître à des endroits hors de la vue, une personne peut ne pas savoir qu'elle en a un. Les chancres guérissent d'eux-mêmes sans traitement. Cependant, la personne a toujours la syphilis et peut la transmettre à d'autres. Donc, des chancres, je veux dire, vous pouvez toujours utiliser la fonction, l'image de Google pour voir c'est quoi un chancre de syphilis, mais c'est vrai que ça, d'habitude, ça ne fait pas mal, c'est petit, ça peut être à l'intérieur du rectum ou du canal vagin, donc des fois, on ne sait pas qu'on en a. Quand on passe à la syphilis secondaire, donc si vous vous rappelez, c'est les 4 à 12 semaines après l'infection initiale. Euh, il y a des signes de la propagation de la syphilis dans l'ensemble de l'organisme qui peuvent apparaître. Alors, je vais vous donner des exemples. Il y a des fois des éruptions cutanées, comme une rache sur la poitrine, des fois sur la paume des mains ou la plante des pieds, ou des lésions qui ne font pas mal, appelées plaques muqueuses sur les tissus humides des organes génitaux, de la bouche, de la gorge ou des amygdales. Sont donc d'habitude des chancres et les plaques muqueuses qui apparaissent sur les tissus humides. Ça va d'habitude être un petit peu plus grave où il y a eu le contact primaire qui s'est passé.
la transmission qui s'est passée sur ces tissus, d'habitude, c'est là qu'on va voir des symptômes physiques. Mais lors de la syphilis secondaire, avec ces symptômes, il peut aussi avoir une fièvre, des maux de gorge, des maux de tête, une perte de cheveux en, en plaques ou une inflammation des ganglions lymphatiques. Alors, si vous voyez avec ces symptômes, une fièvre, maux de gorge, maux de tête, ça peut être bien sûr confus avec quelque chose d'autre, d'autres maladies des rhumes, etc. Alors, c'est pour ça, des fois, que les gens euh, ne savent pas qu'ils devraient se faire dépister pour la syphilis. Et même des fois, bien sûr, des médecins, des infirmiers, des infirmières, ils ne savent pas peut-être euh, que ça peut être aussi des symptômes de syphilis. Et donc, peut-être qu'on ne pose pas des questions à propos des contacts sexuels, etc. Alors, faisons une autre question quiz. Les symptômes de la syphilis secondaire peuvent disparaître sans traitement. Vrai ou faux? Alors, la bonne réponse, en fait, c'est vrai. Alors, après la phase secondaire de la syphilis, on passe à une phase qui s'appelle la syphilis latente. Et les symptômes peuvent disparaître d'eux-mêmes sans traitement, mais si la syphilis n'est pas traitée, elle peut toujours être transmise à d'autres. Même si les symptômes associés au stade secondaire ont disparu, il y a quand même un risque de transmission. Alors, parlons un petit peu plus à propos de la syphilis latente. Donc, la syphilis non traitée demeure dans l'organisme sans entraîner de symptômes dans cette phase. C'est ce qu'on appelle bien sûr la syphilis latente. À ce stade, il n'y a pas de symptômes et l'infection ne peut être détectée que grâce à des analyses sanguines. Alors, on ne peut pas diagnostiquer la syphilis en regardant pour des plaies, des chancres, etc., parce il ne va pas avoir de symptômes. Alors, c'est seulement avec un test sanguin qu'on peut savoir si oui ou non on a la syphilis. Et même si on n'a pas de symptômes, la maladie est en train de se propager à travers le corps, à travers nos divers systèmes, donc ça va causer des dommages. Hum, Est-ce qu'il y a quelqu'un, je sais que la plupart d'entre vous ont dit que vous voulez apprendre des bases, mais je vais juste essayer de voir si il y a quelqu'un qui peut deviner ou qui sait peut-être la réponse. Combien de temps est-ce qu'une personne peut avoir une syphilis latente? Je l'ai dit vraiment vite au début, mais pour combien de temps est-ce qu'on peut être dans ce stade de syphilis latente? Vous pouvez répondre dans le chat. La syphilis latente, ça peut survenir oui, de dizaines d'années jusqu'à des décennies même. Alors, ça peut être une période assez longue avant qu'on passe à la syphilis tertiaire. Alors, la syphilis latente qui survient dans l'année suivant l'infection s'appelle la syphilis latente précoce. Alors, si vous pensez au stage de la syphilis latente, il y a comme deux mini-niveaux dans ce stage de la syphilis. C'est pourquoi c'est une maladie assez compliquée, mais j'essaie vraiment de vous donner les bases. Mais je sais que si vous avez des questions, bien sûr, les poser dans le chat et puis on peut faire une revue. Euh, OK, alors passons à la syphilis latente précoce. Donc, dans ce mini-stage, la syphilis peut toujours être transmise durant cette période. Lorsque la syphilis latente est toujours présente plus d'un an après l'infection, on parle de syphilis latente tardive. Alors, si vous pensez à la syphilis latente, la première année après l'infection, comme le contact primaire, ça, c'est lorsqu'on est passé à la syphilis secondaire. Après un an après ce contact, on est dans le stage de la syphilis latente précoce. Et là, plus d'un an, on est dans la syphilis latente tardive. Et bien sûr, oh ben pas bien sûr, mais je veux dire, dans la syphilis latente tardive, il y a la différence entre la précoce et la tardive, c'est que lorsque vous êtes dans la syphilis latente tardive, c'est assez rare de transmettre la syphilis à d'autres personnes pendant cette période. Donc, la différence entre précoce et tardif, c'est que lorsqu'on est dans le stage précoce, on peut le transmettre, mais dans le stage tardif, c'est assez rare de le transmettre.
Et si on continue sans traitement, on va passer à la syphilis tertiaire. Et donc, ça, c'est le stade le plus grave et survient habituellement des années ou des décennies après l'infection initiale. Cependant, la maladie n'évolue pas à ce stade chez tout le monde. Donc, lorsque c'est le cas, s'il y a une personne que ça se passe à la syphilis tertiaire, il y a une inflammation ou des dommages à tous les organes du corps, notamment au cerveau, au système nerveux, aux yeux, aux oreilles, à la peau, au foie, aux reins, au cœur et aux os. Alors, ça a un impact sur sur le système squelettière, sur le système de respiration, sur le cerveau, etc. Et ces réactions après beaucoup de temps qu'on a des systèmes qui sont en réaction de défense comme ça peut entraîner des problèmes de santé assez graves. Il peut y avoir une perte de ouïe, une perte de vision, des lésions nerveuses, une dysfonction érectile, des changements de personnalité, des troubles de mémoire. Il peut aussi avoir une diminution du jugement et de la réflexion. Il peut avoir un risque de méningite, une perte de maîtrise musculaire, des lésions articulaires, des crises épileptiques. Il peut avoir un accident vasculaire cérébral aussi. Alors, c'est assez grave quand on se rend au stade de syphilis tertiaire. Euh, et bien sûr, même si on a finalement accès à, à un traitement à la syphilis tertiaire, les dommages occasionnés à ce stade peuvent être permanents, alors même s'il y a la guérison. OK, alors une autre question quiz. La syphilis se transmet fréquemment à d'autres personnes au stade tertiaire, vrai ou faux? La syphilis tertiaire, c'est le risque de transmission à ce stade, il n'y en a aucun. Ou c'est vraiment assez rare, comme rare, rare. Le syphilis se transmet rarement au stade tertiaire. Si une personne a un diagnostic confirmé de syphilis soupçonné être du stade tertiaire, on doit lui demander de communiquer avec tous les partenaires sexuels qu'elle ou il a eu au cours de la période de traçabilité d'un an après le contact initial. Mais après un an, d'habitude, on n'a pas besoin de faire euh, une trace de contact, etc. Euh, Ben, ça, c'est conformément aux lignes directrices canadiennes ou provinciales. Donc, ça se peut que euh, c'est différent à chaque province ou territoire. Nous discuterons un petit peu plus tard de la recherche des contacts et de son importance pour réduire la propagation de la syphilis. Passons un petit peu plus à, bon, passons un petit peu sur la syphilis congénitale. Je vais vous donner aussi des statistiques québécoises. Donc, la syphilis peut aussi être transmise d'une personne enceinte au fœtus ou au nourrisson durant la grossesse ou l'accouchement. Et si c'est une transmission comme ça ou une transmission verticale comme ça, on appelle ça la syphilis congénitale. Donc, c'est dangereux, bien sûr, avoir la syphilis quand on est enceinte parce que la syphilis congénitale, ça peut entraîner une fausse couche, une morti-naissance ou un bébé qui était mort-né ou le décès du nouveau-né. Le nourrisson peut également naître avec la syphilis. Donc, la syphilis chez les nourrissons et les enfants peut causer des affections médicales très graves et des troubles de développement. Et encore une fois, plus loin dans cet atelier, on va discuter à propos des facteurs sociaux et structurels qui créent des obstacles à l'accès aux soins prénataux, aux prénataux, je veux dire, ainsi que les services de soutien qui peuvent être offerts aux personnes qui sont enceintes afin de prévenir la syphilis congénitale. Alors, euh, la syphilis congénitale au Québec, on voit 90% des cas de syphilis enregistrés en 2022 qui ont été observés chez les femmes qui sont en âge de procréer, c'est considéré l'âge de 15 à 49 ans. Le dépistage de la syphilis chez les personnes enceintes est recommandé de façon systématique au premier trimestre de grossesse. Euh, et lorsque d'autres facteurs de risque sont présents, on, on encourage le dépistage au troisième trimestre et au moment de l'accouchement. Donc, il y a diverses recommandations, dépendant d'où tu vis,
dans quelle province, dans quel territoire. Pour le Québec, j'ai trouvé des recommandations que j'ai mis en résumé vraiment vite sur la diapositive. Mais comme vous voyez, euh, les recommandations sont, bon, de dépister la syphilis chez les femmes en âge de procréer, de dépister la syphilis chez les femmes enceintes, intervenir et traiter toutes les personnes infectées, soutenir toutes les personnes enceintes atteintes pour la notification de leur partenaire, intervenir auprès des partenaires asymptomatiques. Comme on a dit, il y a des gens qui, des fois, ils n'ont pas de symptômes ou ils ne sont pas conscients qu'ils ont de symptômes parce que les symptômes sont peut-être quelque part où on n'observe pas. Intervenir auprès des nouveau-nés exposés ou infectés et déclarer promptement la syphilis. Donc, ça, c'est un résumé assez vite. Dans le suivi, je peux aussi vous envoyer le guide où j'ai trouvé ça, toutes ces recommandations. Mais vraiment, c'est l'encouragement que les médecins, les infirmières, les médecins de famille, etc., font un suivi avec les femmes qui sont considérées à haut risque. Alors maintenant, on fait le dépistage lorsque les femmes sont enceintes. Ils viennent pour se faire dépister par la syphilis dans un test sanguin qu'ils font d'habitude lors du premier trimestre. Mais s'il y a une considération de risque et que la femme, on dit, bon, il y a d'autres trucs qui fait qu'elle a plus de risque pendant la grossesse, de peut-être venir en contact avec la syphilis, on devrait la refaire dépister. OK, alors, il y avait une question, il y avait quelqu'un qui a demandé des spécifiques à propos de la transmission de la syphilis. Alors, les transmissions sexuelles. Passons d'abord avec les contextes de transmission sexuelle. La syphilis se transmet le plus souvent par le contact sexuel génital, anal ou oral. Et donc, il y avait une question dans le chat. Est-ce que le sperme peut transmettre la syphilis? Oui. Alors, le sperme peut en fait contenir le bactérium, le T. pallidum. Et c'est là qu'on peut avoir une transmission de syphilis. Mais aussi, c'est les chancres. Alors, la présence de lésions, le contact d'un pinus ou n'importe quoi, un contact oral où il y a une chancre, cela et des lésions, c'est là aussi qu'il va y avoir une transmission. Quand ça vient aussi à la transmission périnatale, donc ça, c'est comme j'ai dit, une infection à la syphilis non traitée chez une personne qui est enceinte. Il va avoir une transmission entre la maman, mais un risque, bien sûr, un risque assez haut de transmission durant la grossesse euh, ou durant l'accouchement. Et ça, c'est parce que pendant l'accouchement, pendant la grossesse, il y a une transmission, il y a un échange de fluides, etc., de sang qui se passe. Alors, c'est là qu'on peut avoir contact avec le bactérium. Euh, et ensuite, on a la transmission par l'entremise de matériel d'injection de drogue. Alors, la syphilis peut aussi être transmise par le partage de matériel d'injection de drogue. La transmission de la syphilis par les seringues est assez rare, par contre, et se produit dans des conditions vraiment spécifiques. Mais à cause de facteurs sociaux et structurels, on voit des taux plus hauts de syphilis dans les populations de gens qui utilisent et consomment des drogues. Alors, c'est pour ça qu'on l'inclut dans notre atelier aujourd'hui parce que les populations les plus impactées, les plus affectées par la syphilis, c'est ceux aussi qui utilisent des drogues. Et des fois, c'est à cause de la nature des drogues. Par exemple, on sait que des fois, euh, les gens qui prennent des uppers comme la crystal meth, par exemple, des fois, ben, la sensation d'être immortel, etc., ça se peut que des fois, il va avoir des relations sexuelles sans protection, sans condom, etc., qui se passent. Alors, là, un risque comme ça aussi. Ah, il y a Jacques qui demande juste dans le chat, est-ce que contact sans sperme peut transmettre? Alors, si par exemple, il y a une lésion ou un chancre sur les organes génitaux de la personne, là, alors s'il y a une pénétration vaginale ou orale où tu viens en contact avec le chancre, c'est pas seulement un contact sanguin,
C'est pour ça que la syphilis, ça se propage assez vite. Donc, on sait qu'avec, par exemple, l'hépatite C, on va dire, il faut avoir un contact sanguin. Il faut avoir une plaie qui est ouverte et puis la personne qui est euh, du sang quelque part qui vient en contact avec euh, l'hépatite, avec la plaie. Mais chez la syphilis, c'est comme un petit peu, des fois j'hésite à faire cette comparaison, mais c'est un petit peu comme le VIH. Alors, des sécrétions vaginales, des sécrétions anales qui ont assez du bactérium, de concentration du bactérium, peuvent propager la syphilis. Et s'il y a de la présence de plaies et de chancre, qui est une haute concentration de ce bactérium, là, là et oui, oui, il y a un risque vraiment haut que le syphilis se propage et se transmet. Alors, rebonjour tout le monde. Avant de continuer, il y a une question dans le chat et je vais la répondre à voix haute, comme ça tout le monde peut écouter à ma réponse. À la question qui a été posée par Jacques, c'est est-ce qu'on peut dire que toute activité sexuelle, si sans prévention est à risque de transmettre la syphilis? Oui. Alors, toute activité sexuelle, soit que c'est du sexe oral, pénétration anale, vaginale, etc. Oui, il peut avoir une transmission de la syphilis. Euh, bon, le sexe oral, c'est considéré un facteur de transmission c'est moins commun, quoi, quand ça vient seulement au sexe oral, mais c'est quand même considéré comme quelque chose, c'est quand même risqué. J'hésite à dire ça, mais on va dire que c'est pas aussi commun que de la transmission lorsqu'il y avait une pénétration vaginale anale. Alors, j'espère que ça répond à ta question. Alors, on va faire une autre question quiz. Et là, donc on a parlé un petit peu plus à propos des modes de transmission. Maintenant, on va parler à propos des méthodes de prévention de la transmission de la syphilis. Euh, et donc, il y a de nombreuses différentes stratégies efficaces pour prévenir la transmission de syphilis. Et je me demande, est-ce que vous en savez quelques-unes? Alors, ce serait quoi des stratégies pour prévenir ou réduire le risque d'une transmission? Alors oui, l'utilisation du condom systématique et adéquate lors des rapports sexuels réduit le risque de transmettre ou de contracter la syphilis, sans toutefois bien sûr l'éliminer, parce que des fois les lésions, les chancres, ça peut être à une partie du corps qui n'est pas protégée où le condom ne protège pas de contact. Euh, En effet, ça se peut que ça ne va pas couvrir entièrement les ulcères de la syphilis qui sont fortement contagieux. Ensuite, on a aussi le dépistage, comme quelqu'un a dit dans le chat, les dépistages prénatals, mais aussi, bien sûr, le dépistage régulier si tu es quelqu'un qui a multiples partenaires, des fois tu fais la conso, etc. Dépendant des facteurs de risque, c'est bien des fois de se faire dépister régulièrement. Mais aussi le dépistage prénatal et le traitement des personnes enceintes sont des outils les plus importants, bien sûr, pour prévenir la transmission de la syphilis de la maman ou de la personne enceinte, je veux dire, au fœtus. Il y a des lignes directrices canadiennes qui recommandent à toutes les personnes enceintes de se faire tester pour la syphilis durant le premier trimestre ou, pardon, lors de la première visite prénatale dans le cadre des soins prénataux. Aussi, si on recommande un autre test de dépistage au troisième trimestre, ainsi qu'avant l'accouchement chez la personne qui présente une risque d'infection ou qui vit dans une région où sévissent des éclosions de syphilis, parce que c'est vrai, à certaines régions que vraiment il y a une hausse plus que d'autre part. Et ensuite, comme quelqu'un a dit, l'utilisation de matériel neuf chaque fois qu'une personne s'injecte des drogues. Mais je veux dire, c'est vrai que l'injection, c'est considéré à plus haut risque que d'autres méthodes de conso. Mais bien sûr, on avise que tous les gens, n'importe comment, si vous fumez, si vous injectez, utilisez du matériel neuf. Mais bien sûr, quand ça vient à l'injection, si on a notre propre matériel, ça va prévenir la transmission de syphilis lors d'une injection de drogue. Euh,
Et aussi, bien sûr, l'utilisation de matériel stérile de conso, ça va aussi prévenir ou réduire le risque de transmission d'autres ITSS comme l'hépatite C ou le VIH. Alors, comme Jacques a dit, Dadoxi. Alors, c'est vraiment intéressant. En fait, j'ai fait un webinaire assez récemment avec Dr. Shania Fay, euh, qui a été enregistré. Je vais vous renvoyer le lien peut-être dans un courriel que je vais envoyer comme suivi. Mais on discutait à propos, dans ce webinaire, c'était une occasion de discuter et de demander nos questions à propos de la doxy-PPE, la doxy-PrEP quand ça vient à la syphilis. Alors, c'est une nouvelle approche de prévention. C'est une méthode hyper efficace pour réduire le risque de transmission de syphilis lors d'un rapport sexuel. Et vraiment, la doxy-PPE, la doxy-PrEP, c'est une doxycycline, quoi. C'est une prophylaxie. Euh, c'est c'est- c'est basé sur des données probantes qui appuient son utilisation par les hommes gays, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, donc les GBRSA. On voit aussi des données probantes chez les femmes trans, mais davantage de recherches sont nécessaires pour déterminer son efficacité chez d'autres populations comme les femmes cisgenres et les hommes trans. Lorsqu'elle est utilisée seulement après un rapport sexuel sans condom, donc la doxy-PPE, on l'appelle la prophylaxie post-exposition. La doxy-PPE doit être prise aussitôt que possible après le rapport sexuel et jusqu'à 72 heures après ce dernier. Donc, c'est vraiment c'est similaire, je veux dire, à la PPE qu'on prend pour le VIH. La prophylaxie pré-exposition à la doxycycline ou la doxyprep, c'est une autre approche de prise de doxycycline pour prévenir la syphilis. Et la doxyprep doit être prise à la fois avant et après un rapport sexuel sans condom, habituellement chaque jour. Et encore, c'est les données probantes sur l'efficacité de la doxyprep sont limitées, mais il y a des études qui sont en cours. Mais aussi, c'est une méthode que j'espère que plus en plus, on va référer les gens à des cliniques où on sait qu'il y a des médecins qui donnent la doxyprep, la doxy-PPE, parce que c'est une méthode très efficace. Martine? Oui, je veux juste dire qu'au Québec, il y a un avis intérimaire qui a été partagé que je peux envoyer par courriel, puis il recommande seulement la Doxy PPE. La Doxy PrEP n'est pas recommandée au Québec vu que l'efficacité n'a pas été autant démontrée que la PPE. Ah, OK, intéressant. Merci beaucoup, Martine. Alors, en Ah, discussion, excuse-moi. Il y a une question dans le chat. La PPE pour le VIH donne beaucoup d'effets secondaires. Est-ce que c'est la même chose pour la Doxy PPE? ben, la PPE, en effet, il peut y avoir des effets secondaires, mais c'est assez rare et d'habitude, ça ne dure pas trop longtemps. Alors, la doxycycline, je veux dire, c'est une médication antibactérienne qui est assez commune, qu'on utilise pour d'autres trucs que la syphilis. Euh, et donc, les effets, s'il y en a, c'est assez rare et puis c'est pas pour longtemps, quoi, s'il y en a. Le médecin ou l'infirmière peut donner peut-être des autres stratégies pour réduire les effets secondaires, l'impact des effets secondaires pendant leur dose, quoi. Jacques, tu avais aussi une question? Oui, je voulais savoir, est-ce que c'est pertinent de recommander à toute personne qui a des contacts sexuels à risque de prendre la doxycycline? La première question. Et la deuxième, comment qu'il se fait qu'il est, je dirais, tellement difficile d'avoir une prescription de doxycycline, en tout cas parmi moi, les médecins de famille que je connais, dans ma région, il y en a peu ou pas qui prescrivent. Et ils font des références à des infectiologues. Donc, des Hmm. fois, avec une personne, ça fait déjà, moi, 3 mois que j'essaie de lui procurer une prescription, puis ça n'a pas encore abouti à un résultat. Et pendant ce temps-là, il continue à avoir des relations avec. Comment ça se fait que c'est pas plus développé? Oui, OK. Alors, la deuxième question, je m'en rappelle. Alors, je vais répondre à la deuxième avant, et puis ensuite, tu vas me rappeler de ta première. Mais pour que ça vienne. Alors, la méthode de DoxyPPE et DoxyPrep,
C'est une méthode assez nouvelle, je crois, quand ça vient à la prévention de la syphilis. Alors, ça se peut qu'il y ait des médecins qui en connaissent pas beaucoup, qui aussi ont lu les recommandations. Ils ont dit, ben, je sais pas si je me sens confortable à prescrire la doxyprep. Euh, donc, ça se peut que qu'il faut un petit peu plus d'éducation d'a- euh, dans les secteurs, je veux dire, envers les cliniciens et tout ça. Je sais que Dr. Sean Yaffe, que j'ai eu sur mon webinaire, qui travaille à Montréal, est-ce que c'est Clinique A? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus, mais lui, en fait, il prescrit la doxyprep s'il il te considère à plus haut risque, bien sûr, pour la syphilis, et il fait aussi la doxy-PPE. Mais comme Martine a dit, il n'y a pas tout le monde qui se sent confortable à prescrire la doxyprep parce que c'est pas nécessairement recommandé. Alors ça, c'est pour ça, je pense que c'est pour ça que des fois, on a des médecins qui se disent, ben non, moi, je suis pas confortable à prescrire ça et je vais pas le faire. C'était quoi ta première question, Jacques? La première question, est-ce que nous autres, comme intervenants, soit employés ou même comme bénévoles, est-ce que on est en mesure de recommander aux personnes qu'on rencontre qui ont des contacts sexuels à risque d'aller chercher une prescription d'oxycycline pour se protéger? Oui, ben en effet, si vous travaillez avec des gens bon, vous avez vu le slide là avec les facteurs de risque. Alors, si ils sont des travailleurs, des travailleuses de sexe, s'ils ont des partenaires multiples, des fois ils n'utilisent pas des condoms ou de méthodes de prévention, ben oui, là, ça serait bien de leur recommander d'avoir de discuter s'ils peuvent avec un médecin à propos de la doxy-PPE, la doxyprep. Je vois qu'aussi que Martine elle a inclus une publication officielle qui est sortie le 19 mars 2025 à propos euh, bon, des avis intérimaires à propos de la doxyprep. Donc, c'est aussi une bonne lecture à faire. Euh, mais oui, c'est un avis. Je pense en ce moment, si, Martine, bien sûr, tu me dis si je suis complètement, mais un avis, c'est pas la même chose. Une recommandation. Il y a quelques personnes qui travaillent dans des cliniques où il y a plusieurs populations GBRSA qui vont se sentir un peu plus confortables à prescrire une doxyprep parce qu'ils considèrent leur population à haut risque. Et oui, bien sûr, Alors, ça se peut que les médecins, comme il n'y a pas encore des données probantes à propos de l'efficacité de la PrEP parmi les hommes cisgenres, les femmes cisgenres ou même les hommes trans. Donc, ça se peut que à cause de ça, les médecins ils vont dire, ben, je me sens pas confortable, j'ai pas de données pour baser ma recommandation, donc je vais pas le faire. Dans l'expérience que j'ai, moi, la doxyprep, c'est-à-dire la doxy en prévention, donc avant d'avoir des rapports sexuels, ou Mhm. même parmi les infectiologues, il y a très peu d'infectiologues que je connais qui la recommandent. Ils la Oui. recommandent toujours après le cocktail a eu lieu. Oui, oui, il y a plus de recherches et de données probantes pour le support de la doxy-PPE, mais moins pour la doxy-PrEP. Alors, ça se peut qu'ils attendent pour qu'il y ait plus de recherches et de données avant de prescrire la doxy-PrEP. Juste rapidement, l'avis intérimaire, en effet, c'est pas des lignes directrices, là. C'est un avis qui avait été rédigé en 2023, je pense, là. Le temps que ça passe à travers la machine, il a été publié en 2025. Oui. Puis ça recommande, oui, la doxy-PPE pour les hommes Mhm. gays, bisexuels, ARSA et les femmes trans. Après ça, je pense que l'enjeu, c'est toujours d'avoir une prescription. Est-ce que les médecins sont au courant? C'est peut-être aussi de démarcher, de référer au PNMVH, là, le Programme national de mentorat sur le VIH et les hépatites, pour avoir de Oui. l'information à jour, partager la vie intérimaire, mais tu sais, c'est disponible, puis c'est couvert c'est pas gratuit, là, mais c'est couvert par la RAMQ. Ouais. Donc, OK. Merci beaucoup, Martine. OK. Alors, je sais, la doxy, comme chez le VIH, la PrEP et la PPE pour le VIH, il y a toujours plein de questions à propos, bon, des questions plus détaillées. Ben, comment est-ce que je donne ceci, les prescriptions, les corridors d'accès, etc.
On va passer au dépistage de la syphilis, mais je reconnais que, bien sûr, quand ça vient à la doxyPP, la doxyprep, peut-être qu'il y en a d'autres questions, il y a des hésitations, etc. J'emporte ça à mon superviseur et puis on essaye peut-être de créer plus de matériel, de ressources, etc. quand ça vient à tout ça. Alors, le dépistage de la syphilis. Qui devrait se faire tester? Il y a quelqu'un qui a... Oh, Jacques, tu as levé la main. Oui, je voulais juste dire que même si on prend la doxycycline, ça n'exclut pas que si on est assez actif sexuellement, parlant sans prévention, qu'il faut se faire dépister à tous les 3 ou 4 mois quand même. Oui, oui, et l'avantage aussi d'avoir une prescription pour la doxyprep, c'est que d'habitude, comme avec la PrEP pour le VIH, il y a une recommandation que si vous êtes sur la doxyprep, que vous faisiez dépister à chaque 3 mois, 6 mois, des fois. Euh, et c'est une autre méthode de prévention qui est intégrée avec la PrEP, ce qui est super, quoi. Alors, merci beaucoup, Jacques. Alors, qui devrait se faire dépister pour la syphilis? C'est toute personne ayant eu une exposition potentielle à syphilis ou qui présente des symptômes de syphilis, euh, euh, qui devrait vraiment se faire un test de dépistage ou être aiguillé vers un centre de dépistage. On recommande aux personnes qui participent souvent à des activités pouvant transmettre le syphilis de se faire tester régulièrement. Donc, c'est une étape importante dans la prévention de la transmission de la syphilis, comme on a dit auparavant. Alors, bien sûr, les lignes directrices canadiennes et celles du Québec, ça se peut que ça soit différent, mais les lignes directrices canadiennes recommandent aux personnes ayant de nouveaux partenaires ou plusieurs partenaires de se faire tester tous les 3 à 6 mois. Le test de dépistage de la syphilis devrait être pratiqué parallèlement à d'autres tests de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang, donc les ITSS, comme le VIH, la chlamydiose, la gonorrhée et l'hépatite C, puisque, bon, ils ont des risques de transmission qui sont similaires à celles de la syphilis, quoi. Le dépistage fréquent aussi, ça va permettre aux personnes de recevoir un diagnostic et d'être traitées le plus tôt possible. Et comme vous voyez, avec la syphilis, quand ça continue après 1 an, là, il y a assez de symptômes, d'effets graves sur le corps et sur divers systèmes dans notre corps. Donc, le processus de dépistage, là, c'est aussi, je vous donne les bases, mais ça peut être assez compliqué. Mais je ne veux pas que vous vous perdez dans les détails. Je vais vous donner les bases et s'il y a quelqu'un qui a vraiment des questions, un usager, une usagère, à propos des aspects vraiment spécifiques du test, je les référerai quelque part d'autre parce que c'est un petit peu plus compliqué à tester pour syphilis. Donc, le dépistage de la syphilis, ça requiert habituellement un prélèvement de sang qui est ensuite analysé en laboratoire. Alors, le type de test tréponemique. Alors, il y a 2 tests qu'on peut faire. Des fois, on va faire seulement un des tests, mais on va faire les deux. Ça dépend de la situation. Le test tréponemique, c'est fait dans le laboratoire canadien. Le sang est habituellement d'abord testé au moyen d'un test tréponemique. Donc, d'habitude, ça va être la première phase. Euh, et le test éponymique, c'est un test qui est très sensible et qui peut détecter une exposition à la bactérie de la syphilis. Cependant, le test tréponymique ne permet pas de faire la distinction entre une infection antérieure et une infection actuelle à la syphilis. Il ne fait que déterminer que la personne a soit actuellement la syphilis ou qu'elle l'a eue par le passé et a été traitée. OK? Le test non tréponemique. Si le résultat du premier test est positif, donc tu as fait ton test tréponemique, tu as eu un résultat positif, donc tu vas passer à la seconde phase, qui est le test non tréponemique. Ce test est pratiqué sur le même prélèvement de sang qui a été fait pour le test tréponemique. Ce test, ainsi que d'autres tests, des fois des tests d'observation, donc ils ont regardé pour des lésions, etc., ça va ensemble confirmer
s'il y a une infection actuelle à la syphilis. Donc, parfois, un échantillon par écouvillonnage est prélevé d'un chancre de syphilis. Et aussi, l'utilité de ces échantillons, c'est limité puisqu'on ne peut pas, on ne peut les prélever que lorsqu'une personne a un ulcère de syphilis. Mais si on voit qu'il y a un ulcère, on va faire ce genre de test et on va faire ça en combinaison avec un test non tréponémique, quoi. Alors, je sais que c'est assez compliqué, mais savez que d'habitude, il va y avoir 2 étapes de test sanguin. Ton test tréponimique, ensuite ton test non tréponimique. Bon, la recherche des contacts. Selon les lignes directrices canadiennes, lorsqu'une personne a un diagnostic confirmé de la syphilis, on doit lui demander de communiquer avec l'ensemble de ses partenaires sexuels de la période de traçabilité ou de fournir leurs coordonnées. Donc, la période de traçabilité correspond à la période entre le moment où la personne a eu un contact du syphilis euh, et entre la période de contact et le moment où la personne a eu une infection à la syphilis ou au moment... Bon, OK, pardon, je recule. La période de traçabilité, ça correspond à la période entre le moment où la personne contracte une infection à la syphilis et le moment d'apparition du premier symptôme ou, en absence de symptômes, le moment du prélèvement pour le dépistage. Donc, entre ce temps-là, d'habitude, on va faire une traçabilité de personnes avec qui la personne a eu un contact sexuel. Puisqu'il est difficile de déterminer la date exacte de l'infection initiale, une estimation est souvent faite en fonction du stade soupçonné de l'infection. Donc, c'est vrai que c'est difficile des fois de tracer, ben, c'est quand mon contact, quand j'aurais eu peut-être mon contact. Et ben là, avec les tests sanguins, etc., on va faire une détermination de quel stade la personne est dans les stages de la syphilis. Alors, si euh, on voit que la personne est dans un stage de syphilis primaire, on va reculer de 3 mois en arrière pour voir et tracer avec qui les contacts avec qui il y a eu un contact. Si la personne est en syphilis secondaire, un rappel que ça, c'est entre 4 à 12 semaines après le contact initial, on va reculer de 6 mois. Et là, si on voit qu'on est dans une syphilis latente précoce, qui est dans la première an après le contact initial, là, on va reculer de 1 an. Et là, un rappel que si le stade après la latente précoce, là, la transmission est très, très rare. Donc, d'habitude, on ne fait pas un recul. Le traitement de la syphilis. Alors, après le dépistage, s'il y a un diagnostic positif, on va passer au traitement. Donc, les affections à la syphilis, ça peut être guéri grâce à des antibiotiques, c'est super, particulièrement lorsque le traitement est pris rapidement après un contact. Donc, le traitement précoce empêche l'infection à la syphilis, bien sûr, d'évoluer, de se propager à travers le corps. Euh, alors, toute personne recevant un résultat positif au test de dépistage devrait se faire traiter immédiatement. Ça, c'est l'idéal. Dans certaines situations, un ou une prestataire de soins de santé peut décider de donner le traitement même avant d'obtenir les résultats confirmant le diagnostic de syphilis. Et ça veut dire que si on a fait un test tréponomique, c'était positif et on demande à la personne, est-ce que tu as jamais été traité pour la syphilis parce que je vois un diagnostic positif et la personne dit, bah non, jamais eu un diagnostic positif de la syphilis, j'ai jamais reçu un traitement. Ben là, ça dit que c'est probablement, bien sûr, une syphilis actuelle et non d'une syphilis qui a été traitée dans le passé. Alors là, tu peux aller directement dans un traitement. C'est une bonne méthode si aussi vous avez quelqu'un que vous avez peur que, bon, ça se peut que ça soit quelqu'un qui est en itinérance, vous ne savez pas si vous allez la voir pour un autre rendez-vous de suivi, si vous voulez la prescrire dès que vous avez communiqué une positive, la diagnostic positif, c'est idéal, quoi.
Alors, les deux options de traitement de la syphilis, il y a des injections intramusculaires et aussi un traitement oral. Donc, les injections intramusculaires, selon les lignes directrices canadiennes, le traitement privilégié dans la plupart des cas de syphilis primaire, secondaire et latente précoce est une dose de pénicilline à action prolongée et c'est administré au moyen d'injections intramusculaires dans le fessier. Il y a aussi le traitement oral. La doxycycline est une option de rechange et peut être prise sous la forme de comprimés 2 fois par jour et habituellement, c'est pendant 2 semaines. Donc, avec le client, la clientèle, c'est bien de trouver, bon, est-ce que ce serait meilleur de te donner des injections intramusculaires? Est-ce que tu vas peut-être oublier de prendre ton traitement oral? Et là, ça se peut que les injections soient une méthode plus efficace que le traitement oral, par exemple. Aussi, il faut dire que si une infection de syphilis a évolué au stade latent tardif ou tertiaire, les lignes directrices canadiennes recommandent des injections hebdomadaires euh, de pénicilline pendant 3 semaines. Ou si les injections, c'est pas idéal, de prendre leur comprimé de doxycycline pendant 28 jours. Alors vraiment, pour en résumer, c'est que si tu trouves dans les stades tertiaires et après, tu te trouves dans un stage de syphilis assez tard, là, dans les stages, il se peut que tu aies besoin de prendre un cours plus long de ton traitement. Et je suis curieuse, peut-être qu'en discutant à propos de ces traitements, est-ce que vous pensez que c'est accessible à tout le monde? Est-ce qu'il y aurait des inconvénients quand ça vient à ces options thérapeutiques? Que pensez-vous? Et bien sûr, ouvrez vos micros si vous ne voulez pas l'écrire dans la boîte de clavardage. Je me sens tranquille. On a une question dans le chat qui est autre chose, mais qui demandait Oui, dans un cas d'allergie, est-ce qu'on donne directement la doxy? OK, alors quand ça vient en allergie à la pénicilline, il y a deux trucs qu'il faut vraiment dire, c'est que des fois, on voit que il y a diverses recherches prouvant qu'ils ont trouvé qu'en fait, plusieurs des personnes qui pensaient qu'ils étaient allergiques à la pénicilline ne le sont pas. Et des fois, même si l'allergie, c'est pas super comme c'est les symptômes, c'est quelque chose que avec observation, ça va bien aller. Il se peut qu'on vous donne quand même des injections pénicilline sous observation à un hôpital, par exemple, ou à une clinique. Euh, mais ceux qui, bien sûr, qui ont vraiment une allergie à la pénicilline, il y a aussi d'autres traitements, d'autres médicaments qui peuvent être donnés. Euh, mais oui, ça va être à la discrétion du clinicien, quoi, de la personne qui va te prescrire ton médicament si vous avez dans votre dossier une allergie à la pénicilline. Alors, Amy, à la question, elle dit difficile. Il y a des gens qui n'aiment pas les injections et qui ne peuvent pas prendre des médicaments pour 14 jours. Alors, le traitement est difficile. Pardon. Oui, en effet, il y a des gens où se rappeler de prendre des traitements oraux, ça peut être difficile. Alors, des fois, même avoir du support extra d'un père aidant, quelqu'un qui peut t'aider à mettre en situation, je veux dire, de te préparer comme avec une routine, ou peut-être tu prends ton traitement à la même fois que tu bois ton café, etc. Il y a des personnes qui font comme un test, un test là où ils vont prendre des vitamines et se mettre dans la routine de prendre quelque chose le matin ou soit après avoir brossé les dents, quelque chose qu'ils font à chaque jour, quotidiennement, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des gens où bon, l'idée de prendre des injections intramusculaires fessiers, ça leur plaît pas. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des barrières, des obstacles, etc. OK. Ben oui, il y a divers obstacles, divers barrières à se rappeler de prendre son médicament, d'aller chercher même la prescription. Euh, Il y a des gens qui, bon, je sais pas si c'est la même chose au Québec, mais il y a quelques hébergements là, ici où je vis à Windsor où, bon, t'as même pas le droit d'avoir des médicaments dans ton casier. Alors, c'est difficile, ça. Julie, est-ce que ce sont des traitements couverts par la RAMQ? Euh, alors, oui, quand ça vient au traitement,
c'est différent de méthodes de prévention quand on parle de doxy pour la PrEP et la PPE. Là, c'est la couverture, c'est un petit peu différent. Martine, est-ce que tu connais peut-être un petit peu plus des détails à propos de la RAMQ? Oui, en fait, le traitement pour la syphilis, c'est gratuit. Il y a le traitement de plusieurs ITS qui sont gratuits. Là, je suis en train de chercher la liste. Le chancre mou, le granulome ingual, la gonoclame, la LGV, puis la syphilis, c'est gratuit. Fait qu'il n'y a pas le co-paiement là, à chaque mois qu'il faut payer non plus. Parfait. Merci beaucoup, Martine. Je voulais dire, concernant le traitement comme la doxy, en tout cas, c'est selon les règles de la RAMQ, là, la personne paye 30 la franchise, plus Hmm. 30% du coût du médicament. OK. OK. Merci, Jacques. OK. Alors, on va parler vitement à propos du traitement pendant la grossesse. Donc, lorsqu'on est enceinte et on a un diagnostic positif, le traitement privilégié est la pénicilline à longue durée d'action administrée par voie intramusculaire. Le nombre de doses dépend de la phase de la syphilis de la personne qui est enceinte. Par exemple, ça va être 3 doses qui sont recommandées en cas de syphilis latente tardif ou même dans des situations où la phase de la maladie n'est pas clairement établie, on va aller avec 3 doses. Le traitement doit se terminer plus de 4 semaines avant l'accouchement pour que le traitement soit considéré comme étant réussi. L'évaluation des nourrissons de mère ayant obtenu une sérologie réactive de la syphilis pendant la grossesse, là, le traitement approprié, c'est que, bon, on va s'assurer qu'on a le traitement approprié de la mère. Donc, on va examiner le dossier de la mère, déterminer si elle a reçu un traitement approprié, est-ce que ça a terminé 4 semaines avant l'accouchement, par exemple, pour évaluer aussi son risque de réinfection, le risque d'infection chez les nourrissons. Aussi, il va y avoir un examen physique du nouveau-né. Donc, à la naissance, 50 à 90% des nouveau-nés sont asymptomatiques et ils peuvent demeurer asymptomatiques pendant plusieurs semaines. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs suivis après la naissance, ainsi que bien sûr des tests sanguins, etc. Euh, et le traitement du nouveau-né, si on voit qu'il y a un diagnostic positif, le nouveau-né, la fréquence des doses est en fonction de son âge. Alors, toutes les 12 heures jusqu'à 7 jours de vie, toutes les 8 heures chez les nouveau-nés euh, toutes les 8 heures chez les nouveau-nés de 8 à 28 jours de vie et toutes les 6 heures chez les nourrissons de plus de 4 semaines de vie. Donc, vous voyez des doses des et la fréquation, c'est un mot ça? La fréquence, pardon, des doses, c'est en fonction de l'âge du nouveau-né. Alors, question quiz. Le fait d'être guéri de la syphilis confère une protection contre une nouvelle infection à la syphilis, vrai ou faux? Bravo! Oui, c'est faux. Donc, vous pouvez contracter une nouvelle infection à la syphilis après en être guéri. Donc, bien sûr, c'est pourquoi que même si après avoir traité, c'est bien de se faire dépister régulièrement. Euh, et aussi, bien sûr, de l'application de diverses méthodes de prévention. OK, alors j'ai une vidéo. Ça va me donner... j'ai mes- ah, j'ai ma boîte vocale là qui est en train de stresser. Alors, ça me donne une petite pause. On va jouer cette vidéo, puis ensuite on va passer à la mise en scénario. La syphilis est causée par la bactérie Treponema pallidum. Cette bactérie se transmet la plupart du temps par les contacts sexuels. La syphilis peut se transmettre à un fœtus ou à un nouveau-né pendant la grossesse ou l'accouchement. La syphilis peut également se transmettre par le partage de matériel, comme des aiguilles ou des seringues lors de l'injection de drogue. Souvent, la syphilis ne cause pas de symptômes évidents. Lorsqu'il y a des symptômes, le premier à apparaître est souvent une plaie sans douleur appelée chancre, généralement autour ou à l'intérieur des organes génitaux, du rectum ou de la bouche. Les autres symptômes incluent une éruption cutanée sur le torse ou sur la paume des mains ou la plante des pieds, des maux de tête et des troubles de la vision ou de l'audition. Non traitée, la syphilis reste dans le corps, même s'il n'y a pas de symptômes.
La syphilis peut se propager dans des parties du corps, comme le cerveau, le système nerveux, les yeux, les oreilles, la peau, les os, le foie, les reins ou le cœur, ce qui peut mener à de graves problèmes de santé. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des traitements qui peuvent guérir la syphilis et des moyens de réduire les risques de la contracter. Vous êtes libre de choisir quoi faire contre la syphilis. Connaître vos options peut vous aider à faire des choix qui vous conviennent. Le condom peut aider à prévenir de contracter ou de transmettre la syphilis durant le sexe. Une méthode de prévention récente consiste à prendre un antibiotique appelé doxycycline pour prévenir la syphilis. On parle de doxy-PPE pour un traitement après une exposition potentielle et de doxy-PrEP pour un traitement en continu. Si vous vous injectez des drogues, l'utilisation de matériel neuf à chaque fois vous empêchera de contracter la syphilis. Seul un test de dépistage vous permettra de savoir si vous avez la syphilis. Le test consiste généralement en une prise de sang et parfois en un prélèvement sur une plaie de syphilis. Faites-vous tester si vous avez des symptômes ou si vous pensez avoir été exposé à la syphilis. Si vous êtes sexuellement actif ou active, un dépistage régulier permet de détecter rapidement toute nouvelle infection par la syphilis, pour la traiter avant qu'elle s'aggrave et pour éviter de la transmettre. Si vous ou votre partenaire est enceint ou enceinte ou envisagez de le devenir, faites-vous tester avant et pendant la grossesse. Vous devrez peut-être rappeler à votre prestataire de soins de santé d'assurer l'obtention de ce test. Lors de votre test de dépistage de la syphilis, faites-vous tester également pour les autres infections transmissibles sexuellement et par le sang. Si votre résultat de dépistage de la syphilis est positif, faites-vous traiter dès que possible. Détectée tôt, la syphilis peut généralement être guérie par des antibiotiques donnés sous forme d'injection en une seule visite à une clinique ou sous forme de comprimés pris oralement pendant 2 semaines. Si vous avez la syphilis depuis plus d'1 an, le traitement est plus long. N'oubliez pas qu'après votre traitement, vous pouvez contracter la syphilis à nouveau. Soyez proactif ou proactive en matière de prévention pour réduire vos risques de contracter une nouvelle infection. Intégrez le dépistage de la syphilis dans votre routine de soins afin de détecter rapidement toute nouvelle infection. Si vous contractez la syphilis, faites-vous traiter sans tarder. Ces mesures vous aideront à rester en bonne santé et en prime à protéger la santé d'autres personnes. OK, parfait. Alors ça, c'était un petit résumé de la présentation. Euh, mais j'espère que ça vous a aidé un petit peu pour établir vos nouvelles connaissances. Je vais passer un petit peu plus sur les inégalités en matière de santé parce que je pense que c'est important. Ensuite, on va faire la mise en scénario. Alors, pourquoi est-ce que certaines communautés sont-elles touchées de manière disproportionnée par la syphilis? Ben, il y a de nombreux facteurs qui influent sur la santé des personnes et des communautés. Il y a notamment des facteurs individuels comme la génétique et les comportements. Il existe également des facteurs sociaux et structurels qui influent sur la capacité d'une personne à être en bonne santé. Alors, des exemples de déterminants sociaux de la santé, bon, des facteurs qui façonnent directement la vie des personnes et leur potentiel d'autodétermination. Est-ce que vous en avez peut-être quelques exemples chez vous, vous avez vu des facteurs sociaux structurels qui ont créé des inégalités chez vos usagers et usagères? Alors, si vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez. C'est vrai que si vous êtes dans des endroits un petit peu plus isolés, moins urbains, c'est vrai que aussi là, ça a la difficulté à avoir des accès non seulement à des méthodes de prévention, mais du dépistage, du traitement, etc. Alors oui, merci beaucoup, Jacques, euh, pour avoir partagé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a vu d'autres facteurs sociaux, structurels qui ont eu un impact? Oui, bien sûr. Et oui, ça, si les besoins de base, il y a un issue quand ça vient à, bon, l'accès à la nourriture, le logement, etc. C'est vrai que là, se faire dépister et avoir un traitement, là, c'est pas réaliste pour plusieurs personnes. J'avais une question je l'avais mis dans le chat, là, mais je vais la nommer de vive voix. Souvent, quand on parle de la syphilis, tout le monde nous dit tout le temps, ah, ça, c'est la syphilis grimpante. On attend tout le temps ça, la syphilis Ah grimpante oui. en soi. Est-ce que ça Mhm. fait référence au stade tertiaire ou c'est vraiment une ancienne appellation qu'on ne dit plus? Oui, c'est plutôt une ancienne. Ben, c'est plutôt pour le stade primaire, en fait. C'est quand il y a Ah, des symptômes physiques. Ils appellent ça grimpant parce que c'est dans ce stade qu'on voit que ça grimpe
comme une image, là, ça grimpe dans le corps, ça va avoir un impact sur les divers systèmes. Alors, ça commence avec des lésions où il y a eu le contact, et puis ensuite, ça se passe à l'arrache, là, sur le torse, sur la poitrine, les mains, etc. Mais c'est vrai que je ne sais pas si politiquement il y a un issue en utilisant ce terme-là, mais ça a à faire avec les stades primaires d'habitude. Ah, super, merci. Oui, oui, de rien. Je sais que c'était beaucoup d'informations. Il va y avoir un enregistrement. Donc, si jamais vous voulez faire ou réviser le matériel, ça va être là. Et je vous rappelle que je vais aussi vous envoyer un formulaire d'évaluation. Et si jamais vous voulez voir quoi d'autre qu'on offre à Cathy en temps d'éducation, de formation, allez sur notre site web, cathy.ca. Et puis ensuite, au haut vers la droite, la commune tab qui va vous apporter dans notre domaine ou notre section du site web qui vous amène à nos diverses options d'éducation. Et bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à Martine, bien sûr, si vous avez des questions, des suivis, etc. Merci tout le monde. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses et que vous pouvez les mettre en pratique. C'est que la syphilis, c'est compliqué, ça nous stresse un petit peu. Mais si vous avez les bases, je pense que c'est super. Merci beaucoup, Claire, puis merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Et on va vous envoyer un courriel avec plein, plein de choses à lire et comme référence. Donc, bonne fin de journée tout le monde. Au revoir Martine. Ciao!